Excusez-moi. Nous sommes déjà à 130 personnes. Je vois le premier commentaire. Papi School. Sois salué, cher ami. Ah ouais. C'est un honneur. Nous sommes à 150. Je vois le deuxième commentaire. Déouli Série. Il me demande de marcher. Que le fédéral n'allait pas marcher aujourd'hui. Hamilton Cissé, non, pourquoi? C'était pas évident parce que vu le sujet, c'est pas évident. Mais écoutez, on va faire l'effort. Voilà, on va faire l'effort. On va faire l'effort. Bidi Zaboto soit salué. Quadio Black Brakatou soit salué. Tous les gens du RDR vont venir remplir ici. Vraiment, qu'est-ce que j'ai fait aux gens du RDR? Papi School, ouais, sois salué. Ça, c'est mon chef de sécurité. Sois salué, frère. On est ensemble. Partagez la vidéo et invitez vos amis. Je vais dire ce que j'ai l'habitude de dire. Voilà, je vais dire ce que j'ai l'habitude de dire. Hein? Et c'est sans langue de bois, je vais parler. Voilà, c'est sans langue de bois, je vais parler. Parce que je suis attendu sur ce sujet-là. J'avais déjà... Envoie-moi 100% GPS. Ok, tu m'écris une box. Ceux qui veulent adhérer à Génération et Peuple Solidaire, écrivez-moi une box. Voilà. Bon, quand on va se retrouver une box, on va bien causer. Sans langue de bois, je vais dire des choses parce que je suis attendu sur ce sujet. Fédéral, il faut que tu marches. Bon, je suis attendu sur ce sujet. Et fédéral, il faut que tu marches, il faut que tu marches, il faut que tu marches. Bon, on va faire comment? Et on est obligé de marcher. Parce que c'est le rôle qu'on s'est assigné. Hein? On ne va pas faire dérogation à la règle. Douska Pakora. Nous sommes à 200 personnes et je salue Douska Pakora. Voilà, elle c'est la mère des mères, la mère des activistes. Pro Soro, donc la mère des activistes GPS de toute la Côte d'Ivoire. Douska Pakora. Kofi Jean Kwame, soit salué. Rissa Traoré, soyez salués. Partagez la vidéo vite fait. Voilà, on va la chanter un peu. Tout le monde te connaît maintenant. Elle, c'est la chantre, comment elle s'appelle là? Clara Blanc, hein? Tout le monde la connaît aujourd'hui. Ethan Nedjen, soit salué. Invitez vos amis, hein? Partagez la vidéo au maximum, au maximum. On est obligé de parler et on va parler parce que notre voix est attendue et il faut bien qu'on intervienne. Je voudrais ici
saluer tous les différents activistes. Je voudrais saluer mon ami et frère Okosisi. Hein? Je voudrais saluer tous les membres de la Dream Team. Les partages ne sont pas assez, hein, je vois, les partages ne sont pas assez. Partagez au maximum, au maximum, au maximum. Guillaume Nyakouri, sois salué. Bada Wilfried Seri, soyez également salué. Hein? Je vois qu'il a salué mon frère. Marche maintenant, on n'a pas assez de connexion. Jaco, c'est pas bien grave, ça va aller. Hein? Ça va aller, ça va aller. Rechargez bien la connexion et puis ça va aller. Hein? Rechargez bien les connexions, ça va aller. Voilà, moi sur mon petit cœur, je vois qui ici, Florentine Tano, soit salué. Voilà, soit salué. Laissez que je salue au moins des gens, parce que c'est important, il faut saluer, il faut saluer. Hein? Le couple, il y a un retour dans ton micro. Non, 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 c'est le téléphone ici, je vais l'éteindre tout à l'heure. Soyez donc tous salués, soyez salués, soyez salués. Laissez que je partage ici. Hein? Et puis on va marcher fort. Soyez scotchés en tout cas. Vous qui connaissez le fédéral, ah, soyez scotchés, hein? Parce que tu as raté ça, tu as raté vrai papo. Donc, soyez scotchés. Vous connaissez où? Moi, je n'ai pas la langue de bois. Voilà. Quand je suis dans une affaire, dans un sujet, vous connaissez l'affaire. Donc, nous, on ne perd pas le temps. Partagez au maximum et invitez vos amis. Je voudrais tous ici vous saluer depuis vos différentes positions et depuis vos différents grades. Voilà, mon petit cœur, sois salué. Sois salué. Gros bisous à toi. Merci infiniment. Cahier A8, sois salué. Dès que je finis les salutations en cours, hein, ce n'est pas du jeu. Arnaud Guessan Tivoli Bi, sois salué. Matou, bonjour madame, monsieur, arrêtez de tromper. Bon, je ne sais pas de quoi il parle, peut-être c'est des féticheurs. Soyez donc tous salués depuis vos différentes positions, depuis vos différents bords. Je suis donc le 001, Inos Parker. Je suis donc le fédéral 001 pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois sur les réseaux. Sinon, je ne suis plus un visage à présenter. Voilà. Activiste pro-Côte d'Ivoire. Et je vous explique rapidement le pro-Côte d'Ivoire. Parce que j'ai eu pas mal de gars du RDR sur ma page et qui confondent quand je dis pro-Côte d'Ivoire. Je suis activiste pro-Côte d'Ivoire. Ça veut dire que moi que vous voyez, je suis pour l'affirmation de l'identité ivoirienne. Donc je suis un ultra-nationaliste. Nous sommes à 250 personnes. Je suis un ultra... Pardonnez, mettez beaucoup de cœurs. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. D'ailleurs, il signale la vidéo. Je suis un ultra-nationaliste. Ça veut dire quelqu'un qui a la préférence du drapeau ivoirien. Hein? Celui qui a la préférence du drapeau ivoirien. Ange tapé, soit salué, mon petit cœur. Soit salué également. Ange tapé, qui est l'une des blogueuses les plus importantes au niveau de la Tunisie. Soit salué, ma fille. Voilà, on est ensemble. Merci infiniment. Et je pense que des choses très importantes sont en train de venir. Et je pense qu'on aura le temps de peaufiner beaucoup de choses ensemble. Soit saluer ma fille, on est ensemble. Merci infiniment. Voilà, c'est une blogueuse qui promet, elle a de l'avenir. Il faut compter avec elle dans tout le Maghreb. Voilà, je voudrais te saluer. Je voudrais ici saluer aussi tous les différents blogueurs dans tout le Maghreb. Je pense que des choses seront mises en place pour que la voix, effectivement, au niveau du Maghreb puisse se porter. Et on se fera l'effort à notre niveau de pouvoir rehausser au moins cette image-là. Donc, soit saluer ma fille. Voilà, elle, c'est ma fille. Ange tapé officiel, c'est sa page. Alors, quand je dis que je suis activiste pro-Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de sauvages du RDR qui viennent
viennent jouir. Excusez-moi, hein, parce que je serai un peu bizarre. Ils viennent jouir sur ma page. Je ne comprends pas. Je suis activiste pro-Côte d'Ivoire. Ça veut dire que moi, j'ai la préférence des couleurs nationales d'abord. Moi, là, c'est ivoirien d'abord. Est-ce que vous suivez? 225 d'abord. Orange, blanc, vert d'abord. La préférence de la nation ivoirienne d'abord. Mais je suis dans un combat de soutien au peuple voisin. Donc, moi que vous voyez, je suis un ultranationaliste. Il y a les panafricanistes à part. Et je vous ai montré un article ce matin où j'ai vu les panafricanistes qui disent qu'il faut sauver la Côte d'Ivoire d'abord et puis ensuite sauver l'Afrique. C'est pourquoi j'ai fait plusieurs publications pour vous expliquer, pour dire, mais celui que j'avais fait la fois dernière, j'avais présenté comme étant le père du panafricanisme, Muammar Kadhafi qui est décédé. Mais avant qu'il n'arrive au panafricanisme, lorsqu'il prend le pouvoir en 1961, mais Muammar Kadhafi a fait quoi? Après son coup d'État, lorsqu'il a renversé Idriss Ier, qui était donc le rejetant de l'impérialisme néocolonial français, lorsqu'il a rejeté en 1969, il a créé ce qu'on appelle le panarabisme. Le panarabisme. Il a créé le panarabisme. Ça veut dire que la réunification de la communauté, du moins du monde arabe, autour donc des centre d'intérêt communautaire arabe. Et c'est par la suite qu'il s'est projeté sur l'Afrique. Donc, souffrait que nous, là, on puisse clamer notre identité culturelle, notre identité, je vais dire, civilisationnelle, ivoirienne. Il n'y a pas de souci à cela. Donc, je suis d'abord pour la Côte d'Ivoire, mais je soutiens le peuple malien. Écrivez Mali ici. Écrivez Guinée. Écrivez, comment on appelle ça, le Burkina, et mettez la Guinée équatoriale. Voilà, la Guinée-Bissau, pardon, mettez tous ces pays-là. Mais je suis d'abord ivoirien. Donc moi, je suis un pur nationaliste, ultra-nationaliste. Donc, je suis activiste, blogueur, influenceur, pro-Côte d'Ivoire et donc membre de Génération Un Peuple Solidaire. J'espère maintenant qu'on se comprend très bien. Hein? Bonheur te rend la lune, merci. J'espère qu'on se comprend très bien. Chers amis, pour vous démontrer effectivement que je soutiens la cause des pays frères. Ça ne veut pas dire que moi-même je me réunis, je suis ivoirien. Et donc, je n'amène pas aussi les autres à se régner. Si tu es guinéen, il faut rester guinéen. Tu es malien, tu restes malien. Mais on soutient la cause ensemble. Kémy Séba est un béninois. Hein? Kémy Séba, là, il est béninois. Mais vous voyez qu'il est partout en Afrique. Mais est-ce qu'il a régné ses origines? Non. Donc voilà, je soutiens tout le monde. Alors, pour vous démontrer rapidement que je soutiens la cause, nous sommes à 300 déjà. Pour vous démontrer que je soutiens la cause, je vais rapidement vous présenter ça. Ne bougez pas. Voyez ce que je vais dire là, sur Simone. Là. Ne bougez pas. Hein. Ce que je vais dire sur Simone, peut-être qu'on va dire que Fédéral a parlé, et il a parlé fort. Parce que je suis attendu sur ce sujet-là, il faut que j'en parle. Alors, pour vous démontrer effectivement que je soutiens le peuple frère, donc le peuple malien, j'ai réalisé pas mal de vidéos à ce sujet par rapport donc à l'ingérence de la France dans la politique interne du Mali et donc par rapport effectivement aussi à un certain nombre de dispositions qui sont en train d'être prises au niveau donc de l'État malien relativement à un projet de signature d'un accord de défense entre le Mali et l'État russe. Je pense bien que ça amène du fil à retordre au niveau de la France. Et donc, des balais diplomatiques se font dans un souci de dissuader. Hein, de dissuader un peu la dynamique qui est amorcée. Mais je pense que l'État malien aujourd'hui tient la dragée haute et sait aussi compter sur l'ensemble du peuple d'espace d'Afrique francophone, donc l'espace sous-régional, ouest-africain. Donc voilà. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous, fédéral, visiblement, on engage ce type de communication transversale dans un souci effectivement d'apporter notre soutien au peuple malien. Écrivez Mali Oye. Voilà la vérité. Alors, chers amis, le peuple malien qui depuis le 2020 a démontré à la face du monde que c'est un peuple fier de son histoire,
fier de sa souveraineté, fier de son peuple. Et donc au jour d'aujourd'hui, on ne va pas aller dans l'histoire, mais on va revenir au jour, parce qu'il y a Simon et Yves qui nous entendent. Alors, lorsque Assimi Goïta il prend le pouvoir, 2 semaines plus tard, une convocation nationale est faite à la place de l'indépendance. Pour eux, ils appellent ça la place de l'indépendance. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça la place de la République. C'est une place mythique de rassemblement. C'est un peu comme un symbole de l'État. Et donc, à la place de l'indépendance, le tout premier rassemblement qui a été effectué, c'était un rassemblement, c'est-à-dire ils ont fait preuve de capacité motrice en termes de démonstration de masse populaire. Le Boni est sorti ce jour-là pour démontrer à la junte militaire qu'ils ont le soutien et qu'ils ont la légitimité populaire. Et vous avez vu, tout le peuple malien est sorti pour la toute première fois. Alors, au jour d'aujourd'hui, au niveau du Mali, des voix ne sont plus discordantes. C'est pourquoi je voudrais saluer toute l'initiative, donc la société civile, qui est en train de battre le pavé de la mobilisation sur le terrain. Je parle de la vraie société civile. Le groupe Yerawolo que je voudrais ici saluer. Yerawolo qui veut dire donc renaissance, que je voudrais ici saluer. Alors, des voix sont en train des personnalités importantes sont en train de donner de la voix pour sonner le glas de la mobilisation. Et je vais vous présenter des vidéos tout à l'heure, juste pour vous démontrer de quoi je parle. Une toute première vidéo que je vous présente rapidement, et puis on avance. Écrivez Mali, oui. Alors, Clara Blanc est là. Monsieur Diop, voilà, il va faire. Une personne qui n'est pas désirable sur le territoire national. Voilà. Conformément à la pratique diplomatique, ce terme existe parce que quand les diplomates... Ce discours est de monsieur Mamadou quelque chose Diop, qui est un homme politique au niveau du Mali. Alors, il a été donc demandé aux autorités diplomatiques françaises de libérer le Mali. Non, les Maliens sont fermes. Non seulement on donne 112 heures aux représentants de la CEDEAO au niveau du Mali, parce qu'ils estiment qu'à un moment donné, la CEDEAO n'a plus droit de citer au niveau du Mali. Alors, injonctions ont été faites pour libérer le Mali. Et c'est dans cette même posture qu'eux ils disent, si l'État français continue de poursuivre toujours cette politique d'ingérence et de manipulation et d'asservissement du peuple malien, eux là, ils seront donc dans l'obligation de surseoir à toute coopération bilatérale entre le Mali et la France. Et donc, ils vont aller dans le cadre effectivement de la diversification du partenariat. Voilà ce qu'ils disent. Et donc, c'est lui qui parle. Écoutez-le bien. Dans nos pays, on leur donne l'agrément. Ça veut dire que le gouvernement donne son accord pour qu'ils puissent exercer. Et quand en cours de mission, on estime que les conditions ne sont pas réunies et que la personne ne souhaite pas qu'elle reste sur notre territoire pour continuer à exercer son activité. Donc cette mesure est prise et notifiée à l'intéressé et à son institution conformément à la pratique diplomatique. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire là? Vous comprenez bien ce qu'il dit? Avant qu'un ambassadeur arrive dans un pays, il y a ce qu'on appelle une accréditation. L'ambassadeur qui reçoit donc une lettre d'accréditation, et donc ça lui permet de venir. Alors, on arrive donc à paraffer un certain nombre d'accords. Mais quand on estime que l'ambassadeur, une fois étant sur notre territoire, n'arrive plus donc à réaliser un certain nombre d'activités qui répondent naturellement aux attentes les plus immédiates du peuple sur le territoire sur lequel il est, on peut décider donc de mettre fin à la coopération. Donc, le Mali peut donc décider de mettre fin à la mission des ambassadeurs au niveau du Mali. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Ils ne sont plus désirables au Mali. On leur demande simplement de partir. S'ils sont dans une logique de poursuite de la politique néocoloniale de l'État français au Mali, on va leur demander simplement de partir. Est-ce que vous suivez? Voilà. La CEDEAO, Amidou Boli, le président de la CEDEAO au Mali, a été déclaré personnellement non grata. Voilà. Que reproche-t-on concrètement à ce diplomate-là?
Les diplomates ont une obligation de réserve, ont une obligation d'impartialité et ne doivent pas s'ingérer dans les affaires du pays. Naturellement, ils doivent faire leur travail en représentant les intérêts de leur organisation. Donc, quand on arrive à ce niveau aujourd'hui, le représentant de la CEDEAO en question a reçu plusieurs mises en garde. Ces mises en garde ont été adressées à lui-même, ensuite à la commission de la CEDEAO et même à la présidence en exercice. Et malgré ces mises en garde, l'intéressé a continué à s'adonner à des activités qui sont incompatibles. Quel genre d'activité concrètement, M. le ministre? Je pense que l'intéressé est engagé avec des groupes, avec des individus de la société civile comme du monde politique ou même du monde de la presse qui entreprennent des activités hostiles à la transition et qui ne cadrent pas du tout avec sa mission. Et vous comprenez ce qu'il dit, non? Les autorités diplomatiques françaises au niveau du Mali ont donc entrepris des activités hostiles avec la mission de la transition. Ça veut dire quoi? Macron, dès le départ, dès donc l'accession de Assimi Goïta au pouvoir, Macron donc lui a donc fixé ce qu'on appelle un échéancier politique. L'échéancier, c'est quoi? Il lui a fixé un calendrier. Il lui a donc demandé à lui, Assimi Goïta, de tout mettre en œuvre pour garantir l'exécution, donc la tenue des élections pour avril 2022. Voilà donc l'échéancier qui a été fixé à Amadou et Assimi Goïta. Nous sommes à 400 personnes. Alors, peu importe ce qui pourra arriver donc au Mali, même si l'intégrité territoriale n'est pas acquise, pour eux, il faut la tenue des élections. Et donc, contre toute fortune, vous voyez que les diplomates français sont en train de ramer à compte courant au niveau donc de l'État malien. Ils entreprennent donc des relations subtiles avec les groupes djihadistes. Ils essaient effectivement de manipuler toutes les organisations de la société civile pour tenir ce qu'on appelle une contre-offensive. Pour tenir ce qu'on appelle une contre-offensive vis-à-vis donc du pouvoir légalement institué, le pouvoir légitime donc de Assimi Goïta. Donc une sorte d'instrumentalisation un peu de l'opinion publique au niveau du Mali. Et c'est ce qu'eux ils dénoncent. Est-ce que vous voyez? C'est vous, parce qu'on ne peut pas comprendre. Vous dites que vous ne reconnaissez pas un pouvoir, mais pourtant vous venez, c'est eux qui vous signent donc la lettre d'accréditation pour être présent sur le territoire. Mais en même temps que vous êtes là, présent sur le territoire, au nom de ce régime, vous ne pouvez pas aussi mener souterrainement des campagnes de diabolisation contre le régime. Est-ce que vous suivez? Et donc c'est ce qui a été perçu et voilà comment on demande aujourd'hui qu'ils quittent même carrément le territoire. Voilà la vérité. Suivez rapidement. Autre chose qui n'est pas ce travail et en tant que pays souverain, nous estimons qu'à un certain moment, si cette personne ne comprend pas les limites de sa mission qu'elle a outrepassée, il est du devoir des autorités. Attends, je vais bloquer les marabouts là. Maintenant, il faut juste que cela soit clair. Ces actes sont dirigés contre un individu, une personne qui, de notre point de vue, exerce des activités qui ne sont pas compatibles avec sa mission. Avec la CEDEAO, nous souhaitons continuer les relations de bonne coopération, les relations de solidarité avec la conférence des chefs d'État, les différentes instances de la CEDEAO et la CEDEAO en tant qu'organisation. Nous demandons juste à la CEDEAO de désigner une autre personne qui a conscience des limites de son mandat et nous serons disposés à travailler avec cette personne pour faire avancer l'agenda de notre organisation. Et Amadou Bouli, il a 112 heures pour quitter. Donc, vous avez bien compris. La CEDEAO aujourd'hui, quand vous regardez le mode de fonctionnement de la CEDEAO, qui n'est plus une CEDEAO des peuples, mais qui est aujourd'hui une CEDEAO des chefs d'État. Donc, la comment on va dire ça, la multiculturalité des peuples aujourd'hui n'existe plus au sein de la CEDEAO. C'est juste une institution pour garantir le pouvoir des différents chefs d'État. Et vous avez vu combien de fois Draman, depuis le palais d'Abidjan, a orchestré un certain nombre donc de manœuvres subtiles juste pour pouvoir venir à bout au régime au niveau du Mali. Il n'eût été donc la vigilance. Vous avez vu le tout premier coup d'État qui a été avorté au niveau du Mali. Donc, n'eût été effectivement
la vigilance du pouvoir au Mali, je vous le dis honnêtement, on serait déjà passé à un autre régime. Parce que je vous le dis honnêtement, lorsqu'il allait en France, des injonctions, je viens même à l'instant même d'avoir un certain nombre d'informations par rapport à ça encore, mais on va laisser tomber. Et donc, eux là, ils veillent au grain. Comment faire pour venir donc à bout de ce régime? Voilà la bataille. Et donc, eux aussi, voyant cela, on demande aujourd'hui aux diplomates français, s'ils ne veulent pas rester dans l'esprit et donc dans la lettre de leur mission au niveau donc de l'État malien, on va leur demander purement et simplement de plier bagage de parti. C'est pourquoi le représentant spécial de la CEDEAO au niveau du Mali, aujourd'hui, il est persona non grata. On ne veut plus de lui au Mali. C'est les hommes de Draman. On n'a même plus besoin de cela aujourd'hui au niveau du Mali. Est-ce que vous suivez? La vraie bataille aujourd'hui de libération de toute l'Afrique de l'Ouest là se passe à partir du Mali. Je vous l'ai plusieurs fois dit ça. Alors, on poursuit et puis on va terminer. Pas une minute de plus. Conformément au communiqué, il est absolument très clair. Et nous espérons qu'il puisse quitter dans des conditions de dignité. Mais nous souhaitons qu'à l'issue de ce délai, il ne puisse plus être présent sur notre territoire. Merci. Ça, c'est pas autre chose. On souhaite qu'il ne soit plus présent jamais sur notre territoire. Allah soit salué mon ami et frère. Que les Français ne soient plus présents, que les Français, donc la CEDEAO, ne soient plus présents sur le territoire malien. C'est tout. On n'a pas besoin de tergiverser sur cette question. Ils ne font plus, ils ne répondent plus donc aux attentes du peuple malien. On leur demande simplement de partir. Et donc, on va finir, on va voir un honorable, donc un député, qui va donc lancer un appel. Et pourquoi je suis revenu dessus? J'avais déjà partagé sur ma vidéo. Mais je reviens dessus de plus belle, juste pour que ceux qui ont la possibilité de suivre la vidéo en ligne, en direct, je veux dire, envoyez cette vidéo-là au Mali et dites que le peuple de Côte d'Ivoire est avec eux. Le peuple de Côte d'Ivoire est avec eux. Tout le peuple de l'Afrique sous-régionale est avec eux aujourd'hui. Un appel à la mobilisation. Ça dit que démonstration de masse populaire ce jour-là. Vous allez écouter l'honorable et puis on va passer maintenant à Simon Neivé. Ne décrochez même pas. Quand je finis ça, on passe maintenant à Simon Neivé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Moi, je suis honorable Mohamed Ousmane Mohamedou Haïdara, vice-président du collectif pour la refondation du Mali et membre du CNT. Mon message est un appel à la mobilisation populaire à l'occasion de la sortie du 29 octobre, c'est-à-dire le vendredi prochain, 2021. Une sortie historique qui constitue une des étapes essentielles de recouvrement et d'affirmation de la souveraineté nationale de notre pays, le Mali, le Maliba. Vous avez entendu, vous hein? savez, je vais laisser couler. Un rendez-vous populaire historique de l'affirmation de la souveraineté du peuple malien. Tous les peuples aujourd'hui sont en train de revendiquer leur souveraineté. Et il faut que ce discours-là, il soit entendu de tous. Il faut que ce discours soit entendu de tous. C'est une politique aujourd'hui souverainiste que nous sommes en train de mener. C'est pourquoi quand les gens parlent de, bon, panafricanisme, c'est vrai, voilà. Mais c'est plutôt, nous sommes plutôt des souverainistes. L'autodétermination des peuples, c'est dans cette politique-là que nous sommes. L'autodétermination des peuples. Et donc, c'était donc un appel. Vous voyez, écrivez tous ici Aston Martins. Vous voyez, ça c'est mon grand frère. Aston Martins, l'homme au grand cœur, qui a donc solennellement comme ça apporté une aide, une grande aide au fédéral. Il est donc cyberactiviste. Je suis cyberactiviste. Il dit, jeune frère, il faut que je t'apporte mon soutien.
Écrivez ici Aston Martin et puis ça va rester à vie. Écrivez ici Aston Martin. Je vais voir ça avant de continuer la vidéo. Aston Martin, c'est en anglais. Je vais voir ça et puis je continue. Honnêtement, écrivez. Voilà. Je vais laisser la vidéo jusqu'à son terme. Mais écoutez religieusement, écoutez attentivement la vidéo. Vous allez comprendre. Aston Martin, merci beaucoup. Aston Martin, merci. Écoutez attentivement cette vidéo et vous allez comprendre tout l'appel historique est lancé au peuple du Mali. Pour qu'il y ait donc une démonstration de masse populaire ce jour-là. Il va tout définir ici. Je vous ai dit que la révolution de l'espace ouest africain va venir du Mali. Et c'est pourquoi nous sommes engagés dans le combat de soutien donc au peuple malien, au peuple guinéen, au peuple burkinabé, tout ce que vous connaissez. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Depuis des mois d'Iran, nous avons été sur tous les chantiers de l'information, de la sensibilisation. Dans un premier temps, au nom du collectif pour la révision de l'accord de coopération militaire entre le Mali et la France, et dans un second temps, pour le collectif pour la refondation du Mali. Aujourd'hui, nous avons suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt les actions nobles du mouvement Yerewolo. Merci. Qui est un mouvement frère, dont les actions tangibles en faveur de l'unité nationale, de la souveraineté de notre pays, le Mali, et de sa dignité retrouvée ne sont plus à démontrer. C'est dans ce cadre et dans la suite logique de nos actions menées depuis quelques mois, au nom du collectif pour la refondation du Mali, et au nom de son président et à mon nom propre, j'appelle l'ensemble des Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, à se mobiliser. Voilà, c'est la petite partie là. Écoutez-moi très bien. Il dit le peuple malien, de l'intérieur comme de l'extérieur. Où est le problème qu'il y a dedans? Les gens sont venus jouir sur ma page jusqu'à ils sont fatigués. Le peuple malien, de l'intérieur comme de l'extérieur. L'extérieur, c'est ce qu'on appelle la diaspora. Le peuple malien de l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la diaspora. Donc si tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Burkina, tu es en France, tu es partout, cet appel-là te concerne. Où est-ce que je dis que vous fâche là? Hein? Voilà. Donc c'est un appel que le peuple malien vous lance. Il faut répondre à cet appel-là. Il est solennel pour démontrer à la grande France que le peuple malien est avec Assimi Goïta et qu'il soutient son président. Parce que ce qu'on veut démontrer, par-dessus tout, ce qu'on veut tenter de démontrer, on dit que c'est un président qui est issu de deux coups d'État. Il est issu de deux coups d'État. Ça dit un coup d'État dans un coup d'État. Parce que le premier coup d'État, c'était contre Ibeka. Vous vous rappelez très bien. Et le second coup d'État, lorsqu'on a enlevé Bandao et qu'on a placé Assimi Goïta. Parce qu'à l'origine, même ceux qui ont été à l'origine même du coup d'État, c'est Assimi Goïta. Mais comme Bandao étant donc le doyen d'âge, il était au village, ils sont allés récupérer l'homme. Mais à un moment donné, il a commencé à faire le jeu de la France. On l'a simplement déposé et Assimi est monté. Et donc lui, il dit que c'est un président qui est illégitime. Vous suivez très bien. Alors vous, peuple malien, pour démontrer donc à la face du monde que Assimi Goïta est un président légitime, il faut se déplacer. Nous, on ne parle pas juste parce qu'il faut parler. On parle parce qu'on y voit un intérêt particulier. Est-ce que vous suivez? Gloire de Dieu soit saluée. On continue maintenant jusqu'à la fin. Sans distinction politique, ni de race, ni religieuse, à faire un seul homme, c'est-à-dire celui debout pour le Mali, à l'occasion du 29 octobre. Il s'agira tout simplement de dire non et encore non aux ingérences de la communauté internationale, en particulier les ingérences de la France, à travers sa politique de dépendance, sa politique de colonisation, sa politique de mépris et sa politique nuisible. C'est aussi le lieu de rappeler en toute souveraineté à la CEDEAO que le Mali, certes, est un membre de la CEDEAO,
Mais avant tout, le Mali est un pays souverain, qui a une histoire glorieuse, avec un peuple souverain, auquel seul après Dieu appartient la souveraineté. Et ça va être aussi le lieu de dire à la CEDEAO, il faut qu'elle respecte la souveraineté des peuples, sinon elle va aller avec les vents des peuples. C'est le vent des peuples qui va l'emporter. Nous ne souhaitons pas qu'une organisation de la CEDEAO que nous avons mis en place pour être les porte-drapeaux de la souveraineté de nos peuples africains, le défenseur de nos peuples africains, devienne une simple caisse de résonance des humeurs de la politique française. Cela est inacceptable. Et le peuple malien, peuple souverain, serait capable, s'il le faut, même de se retirer de la CEDEAO si jamais la CEDEAO continue à mépriser le peuple du Mali, à mépriser simplement les peuples africains. Cela est inadmissible. Merci. Nous savons que dans la CEDEAO, il y a des hommes valables, il y a des hommes intègres, il y a des présidents patriotes qui n'acceptent pas et qui se battent tous les jours pour que la souveraineté après Dieu revienne au peuple. C'est cela que nous allons encourager. Et aussi pour dire que les autorités de la transition, à leur tête, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, est le président aujourd'hui qui a la légitimité du peuple malien, qui incarne la souveraineté du peuple malien et qui a le soutien de tous les peuples maliens. Toutes les décisions qu'il prend aujourd'hui reflètent la volonté des populations et les populations le soutiennent totalement. Ça va être aussi le lieu, ce 29 octobre, c'est-à-dire le vendredi prochain, auprès de Yerewolo, qui nous invite et que nous soutenons et auquel on demande, pour lesquels nous demandons une grande mobilisation. Ça va être aussi le lieu de dire que ce peuple est mobilisé derrière le colonel Assimi Goïta, chef de la transition, chef de l'État, pour sauver le Mali, pour nous engager vers un Mali nouveau, vers le Mali tel qu'il est, celui de nos rêves. C'est aussi, et enfin, le lieu de dire que les Maliens n'acceptent plus encore d'être humiliés. Nous souhaitons qu'on nous respecte et nous encourageons le bilatéralisme. Les bilatéralismes vivent une coopération gagnant-gagnante avec tout le monde. La Russie, la Chine, la Turquie, les pays africains pris individuellement ou collectivement, le monde entier. C'est ça que nous cherchons. La coopération gagnant-gagnante, c'est désormais notre credo. Nous respectons les autres peuples, qu'on nous respecte. Vive le Mali éternel, dans un climat de paix et de cohésion. Merci. Vous avez entendu, hein? Nous voulons donc le bilatéralisme. Donc la coopération avec les autres puissances, la Chine, la Russie, dans un partenariat gagnant-gagnant. C'est lui-même qui a dit. Mais c'est ce que, quand à l'époque, le président Gbagbo, quand il était venu à les Français, ce qu'il a dit, mais comme il n'était pas trop fort aussi, on l'avait enlevé. Voilà la vérité. Il faut redéfinir les accords de coopération. On n'exclut pas la France. Si la France estime effectivement dans le sens d'une révision des accords de coopération, mais la France est la bienvenue. Auquel cas où il faut diversifier les partenariats avec d'autres puissances, comme la Chine, la Russie, et ainsi de suite. Vive le Mali! Est-ce que vous suivez? Les gens disent non, mais vous parlez de Mali, la Côte d'Ivoire, vous ne parlez pas. Laissez affaire de Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas. Laissez ça pour l'instant. Nous, on parle de Mali d'abord. Laissez affaire de Côte d'Ivoire. Alors, je pense bien que pour ne pas trop bavarder sur ça, je vous ai fait écouter des vidéos. Je vous ai fait écouter des vidéos, juste des vidéos témoins. On va aller maintenant dans le fin fond de notre sujet. Et le sujet pour lequel aujourd'hui je vous ai convoqué. Partagez la vidéo et invitez le maximum d'amis. Quelle est la position algérienne, Mali? Je n'ai pas compris ta question. Je vais maintenant me prononcer sur le sujet tant attendu. Je voudrais ici, avant de commencer, saluer mon ami et frère Okosisi Baba Nicolo qui s'est prononcé sur le sujet
Je voudrais ici saluer tous les différents communicants qui ont dû faire un clin d'œil sur le sujet. Le sujet donc relativement au divorce, mais le divorce politique entre le président Laurent Gbagbo et Simone Yves Gbagbo. Je dis bien le divorce politique. Parce que les questions d'en dessous de la culotte, quand vous regardez un peu mes commentaires sur Facebook, je dis je suis encore trop petit pour en parler. Hein? Quand papa et maman sont en train de faire palabre là, sur le lit, toi un enfant, il faut te mettre les choses à l'écart. Donc quand vous regardez la plupart de mes commentaires, quand je publie des contenus, quand je mets mon commentaire, je dis je suis encore trop petit pour en parler. Papa et maman sont dans la chambre en train de se battre. Nous les enfants se met à l'écart. Mais ici, je vais parler du divorce politique. Alors, le divorce politique, c'est donc la vie publique. Et comme c'est la vie publique, alors je peux en parler tout nettement, sans langue de bois, tranquillement, je marche. Écrivez fédéral marche. Il y a trop de marabouts. D'accord, je vais les bloquer. Excuse-moi, je ne fais pas attention. Tu sais, quand je suis lancé là, je ne regarde pas les commentaires. Mais dès que vous voyez un marabout, mettez tête de mort sur le commentaire, puis je vais bloquer. Partagez au maximum la vidéo. Écrivez fédéral marche. Partagez au maximum maintenant la vidéo. Je vais me prononcer parce que je suis attendu sur ce sujet. Il faut que je me prononce. Chers amis, hier donc nous avons assisté à la communication donc, qui a été donc produite par Maître Habiba Touré, qui est le porte-parole, la porte-parole si vous voulez, adjointe du PPA. Je rappelle que le PPA c'est le Parti des peuples africains, PPA-CI, PPA Côte d'Ivoire, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, qui est le nouveau parti du président Laurent Gbagbo. Je ne vais pas vous rappeler tout l'historique, c'est des choses que vous savez déjà. Alors, hier, après la formation du commando politique, là, il faut préciser, parce que le RDA, ils savent prendre nos petites paroles et puis aller divulguer pour dire non. Lui là, comme on l'a vu, il est en train de faire vidéo en treillis, il a dit commando. Le commando politique du président Laurent Gbagbo a donc été mis sur pied. Et je crois à la tête de ce commando, le conseil stratégique politique, je crois Asso Adou a donc été nommé. Et le président du exécutif du parti, c'est Hubert, le professeur Hubert Poulaï. Et le secrétaire donc général du parti, je crois bien que c'est Damana Adia Pikas. Et le porte-parole officiel du parti, on dit de ne plus l'appeler ministre, parce que selon donc les nouvelles dispositions, il a pu intégrer désormais les rangs des impôts de Côte d'Ivoire, puisque lui-même c'est un homme des impôts. Alors on dit de ne plus l'appeler ministre Kone Katinan, donc Kone Katinan, porte-parole officiel. Habiba Touré vient en second lieu. Alors, après donc la production d'un tel communiqué, une délégation spéciale est envoyée au domicile de Simone Yves Gbagbo puisqu'elle revenait fraîchement du Ghana. Suivez rapidement et suivez-moi très bien. Puisqu'elle nous revenait du Ghana dans le cadre d'une activité spirituelle qu'elle a eu à donc organiser avec une congrégation religieuse. Une commission, donc une délégation est envoyée à son domicile pour lui faire donc une proposition. Proposition selon laquelle on lui demande à elle, Simone Yves Gbagbo, de venir donc intégrer les instances du parti, du nouveau parti, du président Laurent Gbagbo. Je vous rappelle, parce qu'il y a beaucoup qui m'attendent sur ça, je dis les choses qui se passent en dessous de la culotte. Moi, fédéral, entre papa et maman, ce qui se passe en dessous de la culotte, je ne peux pas en parler. Est-ce que vous suivez? Mais ce qui concerne la vie publique, politique, tranquille, j'en parle. Alors, on lui a donc fait la proposition de pouvoir intégrer les nouvelles instances du parti. Je rappelle que dans l'ancien parti,
Simone Yves Gbagbo était la deuxième vice-présidente après Feu Abdraman Sangaré. Donc, elle était pratiquement la première vice-présidente après Feu Abdraman Sangaré. Et donc, selon l'ordre statutaire, juste après Laurent Gbagbo, c'est elle qui vient. Alors, Simone Yves Gbagbo a donc resigné l'offre. Elle a dit, elle a marqué sa volonté à ne pas donc intégrer les instances du parti, donc du PPACI. Ça a suscité des réactions, ça a cristallisé les passions. Tout le monde, les commentaires sont allés sens dessous. Simone Yves Gbagbo refuse donc d'intégrer le parti de Gbagbo. Je les appelle Gbagbo, hein, juste, je laisse un peu le protocole de côté. Le rassemblement des rebelles. Oui, ça c'est le RDR. Ça c'est eux-mêmes, le rassemblement des rebelles. Alors, les commentaires ont commencé à fuser de partout. Simone Yves, Simone Yves, Simone Yves, Simone Yves. Moi, je vais vous rappeler juste un fait. Simone Yves, avant que je ne vous fasse lecture d'un discours qu'elle a pondu sur sa page, je vous rappelle juste que Simone Yves et Laurent Gbagbo se sont donc connus autour des années 70 dans la lutte. Je rappelle que Simone Yves Gbagbo, déjà autour de 16 ans, a commencé déjà la lutte politique, la lutte syndicale et tout ce que vous connaissez. Ils sont connus dans la lutte. Et donc, quand ils se sont connus dans la lutte, elle est leader, il est leader également. Et c'est sur cette base-là que Simone Yves Gbagbo va donc lui faire la proposition de création d'un parti pour sortir de ce qu'on appelle la clandestinité politique. Il va lui proposer à l'époque la création d'un instrument de lutte politique pour pouvoir combattre l'ancien parti unique qui était donc le PDCI-RDA du président Félix Houphouët-Boigny. Aussitôt est jeté sous les fonds baptismaux la création donc du Front populaire ivoirien ancien, qui est donc aujourd'hui une enveloppe vide, creuse et pompeuse aux mains aujourd'hui de Pascal Affi-N'Guessan, qui se promène avec et qui ne fait que s'enorgueillir sur pratiquement tous les plateaux télé sur lesquels vous le voyez. Alors, chemin faisant, vous avez vu quelles sont les différentes batailles que ce parti a pu mener et que ce parti a pu gagner. Premier niveau de bataille, ce parti a pu sortir de la clandestinité, gagner la question du multipartisme, gagner effectivement l'accession au pouvoir d'État, jusqu'à ce qu'on arrive à cette situation que vous voyez. Donc, Simone Yves Gbagbo, dans la marche du Front populaire ivoirien, est donc une actrice très, très importante dans la marche. Alors, je vous le rappelle très rapidement. Bolivie Abel, je vous rappelle très rapidement. Je vais vous faire lire rapidement le discours qu'elle a dû rédiger rapidement sur sa page, vous allez comprendre. Vous allez comprendre le fond de ce qu'elle dit. Vous allez juste comprendre le fond de ce qu'elle dit. Je ne vais pas être trop diffus. Je vais procéder donc à la lecture de ce manuscrit qui est donc sur sa page. Et puis ça va vous permettre donc d'avoir de la visibilité. Partagez la vidéo. Je dis que les questions en dessous de la ceinture, ce qui se passe en dessous de la ceinture, moi fédéral, je suis encore trop petit pour en parler. Mais la vie publique et politique, c'est mon rôle. Suivez ici Simone Yves Gbagbo qui intervient. Suivez ici. Ça, c'est un manuscrit, juste un extrait du manuscrit. Juste un extrait du manuscrit. Simone Yves Gbagbo sans détour. Simone Yves Gbagbo sans détour. Je rappelle que je suis militant de Génération et Peuple Solidaire. Je rappelle donc aussi à toute fin utile, parce qu'il y a beaucoup qui se posent plein de questions à mon sujet. Je rappelle donc à toute fin utile. J'ai été de 2011 à 2018, Yopougon, Fédération Abidjan Banco, FPI à l'époque, Fédération Abidjan Banco, sous Hippoladji, qui est devenu pratiquement aujourd'hui le député, secrétaire général adjoint, section JFPI, Banco Marché, donc qui compose la grande fédération Abidjan Banco. Quand on dit Abidjan Banco, c'est Yopougon et Songon.
Et ça m'a donc valu à faire quelques premiers pas auprès de l'ambassadeur Kone Oubaka au niveau du SNAOM, c'est-à-dire le secrétariat national de l'administration et de l'organisation des manifs au sein du Front populaire ivoirien. Et c'est là que pratiquement nous avons fait toutes nos classes. Alors, c'est un instrument, à la vérité, qu'on connaît. Parce qu'il y a beaucoup qui se posent beaucoup de questions à mon sujet. Je profite également aujourd'hui pour vous le dire. C'est pourquoi quand j'interviens, il y en a beaucoup qui sont là, qui savent d'où je viens. Mais je suis dans un combat, dans la poursuite effectivement du combat. C'est pourquoi je suis à Génération un Peuple Solidaire. Et j'ai bien expliqué plusieurs fois ce qui a motivé donc mon choix pour Génération un Peuple Solidaire. Mais si vous voulez, plus tard on pourra revenir sur d'autres communications pour aller donc de fort en compte sur la question. Alors, je vais rapidement procéder à la lecture du manuscrit qui a été produit par Simone Yves Gbagbo sur sa page. Et vous allez comprendre. On poursuit. Voilà ce qu'elle dit. Depuis que j'ai l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire la politique. Vous comprenez très bien. Depuis que j'ai l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire la politique. Je me suis d'abord battu pour que mon pays sorte du parti unique. Alors, qui a fait Simone Yves Gbagbo? Quand vous regardez, Simone Yves Gbagbo n'a pas visiblement été coaché par quelqu'un. Son leadership est un leadership, je veux dire, qui est pratiquement inné. C'est vrai, en Côte d'Ivoire, le leadership des femmes et donc la participation, c'est-à-dire le leadership des femmes et donc la participation, leur participation à la vie politique et publique sont beaucoup menacées. Ça, on le sait. Mais déjà, vous allez voir une femme, déjà dès l'âge de 16 ans, va commencer à faire donc irruption dans la vie politique en Côte d'Ivoire, sans avoir bénéficié du coaching de quelqu'un. Déjà dès l'âge de 16 ans, ils ne se connaissent même pas. Simone Yves Gbagbo déjà était sur le terrain politique. Je vous fais ce manuscrit pour que vous arriviez à comprendre. On poursuit. Parce qu'il faut savoir restituer les faits. Je me suis d'abord battu pour que mon pays sorte du parti unique. Nous avons pu obtenir le multipartisme en 90. Elles disent que nous avons. Je me suis d'abord battu. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Le premier niveau de combat, c'était d'abord de sortir du parti unique. Nous avons pu obtenir le parti unique en 90. Donc, elle n'était même pas simple spectatrice, mais elle était plutôt une actrice majeure dans la conquête du multipartisme en Côte d'Ivoire. Elle revendique donc la paternité, la maternité de l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire. Ça, c'est Simone Yves Gbagbo. Chers amis, il faut qu'on sache situer les choses. Ça, c'est Simone Yves Gbagbo. Elle poursuit. C'était déjà une vieille bataille que nous menions depuis 70. Vous comprenez très bien, hein? Une vieille bataille que nous menons déjà depuis 70. Quand on dit nous, avec le Laurent Gbagbo, quand on dit déjà 70, je vous situe rapidement. Quand on parle de 70, c'est la période de Kragbe Nyangbe, au Padjere. La bataille donc du monde guébier dans les années déjà 70. Le tout premier résistant, Simone Yves Gbagbo, y figurait. Donc c'est une figure emblématique donc, de la résistance politique en Côte d'Ivoire, dont le leadership a été visiblement inné et que n'a bénéficié manifestement du coaching d'aucun homme politique. Aucun homme politique ne peut selon se revendiquer, je veux dire, la paternité du leadership féminin de Simone Yves Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est une dame politique chevronnée et née. C'est du Simone Yves. On poursuit. C'était déjà la vieille bataille que nous menions depuis 70 lorsque je suis arrivé à l'université. Nous avons créé le Front populaire ivoirien. Elle dit bien, nous, toujours. Nous avons créé le Front populaire ivoirien. Ensuite, on s'est battu pour que nous accédions au pouvoir. Il a fallu se battre pour rester au pouvoir parce que dès 2002, la rébellion a commencé et en 2010, les Français sont venus aider les rebelles pour nous balayer et à prendre la place.
Vous avez simplement lu les écrits. Mais je vais aller en profondeur dans les manuscrits. Vous avez simplement lu les écrits. Non, il y a un qui dit ne rentre pas dans le débat de couple. Non, je ne rentre pas dans le couple conjugal. Faites la différence parce que vous faites vite des commentaires sans comprendre de quoi on parle. Il y a deux types de divorce. Il y a le divorce politique et il y a le divorce conjugal. Le volet conjugal, moi je suis encore trop petit pour en parler. Même si je pouvais connaître les moindres causes, ça c'est pas de mon ressort. Hein? Moi je ne viendrai pas ici devant une caméra pour... Non, non, non. Le volet conjugal, il est pratiquement intime. Moi je ne rentre pas. Mais je veux parler de la scène politique publique. Voilà. C'est ce que tout le monde voit. Et donc c'est ce que je veux rapidement apporter ma contribution. Voilà, sans heurter la moindre sensibilité, mais par la restitution des faits. Et comme les faits étant têtus, donc nous avons un raisonnement pratiquement factuel. C'est tout. Et donc suivez. Suis très bien mon ami et frère. Hein? Faut pas vite aller en besogne. Suis très bien. Alors, nous avons créé un parti, du moins le Front populaire ivoirien, et nous avons gagné une première bataille, le multipartisme et l'accession au pouvoir d'État. Ici, là, ici, vous savez ce qu'il y a dedans? Quand deux individus, deux leaders nés se croisent en politique, vous savez ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle des contrats politiques. Simone et Yves Gbagbo et Laurent Gbagbo, au-delà même de l'aspect sentimentaliste, hein, au-delà du fait que c'est ma chérie, tu es mon chéri, au-delà de l'aspect sentimentaliste, il y a tout un contrat, un cadre, je vais dire contractuel, politique qui existe entre les deux. Est-ce que vous suivez? Alors, dans le cheminement des choses, Simone et Yves Gbagbo va s'employer naturellement, puisqu'ils sont allés sur cette base, va s'employer effectivement à donner corps, âme et vie pour la consolidation du parti. À travers l'implantation des bases, des sections, des fédérations, je veux dire la consolidation du parti. Et c'est ce qu'elle a passé pratiquement toute sa jeunesse, pratiquement tout le clair de son temps, à mener comme combat. Parce qu'on n'accède pas au pouvoir. Lorsqu'on accède au pouvoir, il y a une deuxième phase qui est la plus difficile, la consolidation du pouvoir. Et la consolidation du pouvoir, il y a une seule unité de mesure de la consolidation du pouvoir, c'est les joutes électorales. Vous avez combien de députés, combien de maires, combien de conseils généraux, ainsi de suite. Ça, c'est des unités de mesure de la consolidation d'un parti politique au pouvoir. Et donc, la seconde phase, c'est ce à quoi ça a donné. Alors, vous comprenez nettement qu'il y a un cadre contractuel qui existe véritablement entre les deux personnalités politiques. Alors, dans son entendement, comme Laurent Gbagbo, n'ayant pas comment on appelle ça là, un héritier plus tactif, politique, pour succéder à Laurent Gbagbo, dans leur appareil, Simone et Yves Gbagbo apparaît donc visiblement comme la personne idéale. Puisque même déjà, selon l'ordre statutaire politique au sein du parti, elle occupe une place de premier rang, en qualité donc de deuxième vice-présidente. Je pense bien que cette place-là devait lui être dévolue tout naturellement. Gbagbo se trouvant donc de l'autre côté, elle étant sur le territoire ici, elle a dû tenir des discours. Le président Laurent Gbagbo disant, si je tombe enjamber mon corps et continuer la lutte, alors elle a tenu un certain nombre de discours. Mais pourquoi elle l'a fait? C'est tout à fait normal. Hein? Mais je vais vous dire ce qu'elle a minimisé et ce qui est en train de lui coûter aujourd'hui la vie. Bill Clinton, en 1993, lorsqu'il arrive au pouvoir aux États-Unis, sa femme Hillary Clinton, qui est une avocate de profession, qui elle-même est une dame politique de premier niveau, Bill Clinton, donc dans l'accord passé entre lui et sa femme, juste après son départ de la Maison Blanche, il fallait naturellement travailler sur le terrain politique pour pouvoir asseoir pratiquement
l'hégémonie politique au niveau donc de sa femme, donc de lui accorder aussi un droit de siège au niveau donc de la Maison Blanche. Et c'est ce qui a été fait. Bill Clinton a travaillé à ce niveau et au niveau même des démocrates, vous avez vu qu'elle est allée donc à la tête même des démocrates lorsqu'elle a été visiblement écrasée lors des élections, je veux dire, générales en tout cas. Mais déjà au niveau des primaires, vous avez vu qu'elle a eu la majorité écrasante au niveau des partis des démocrates. Ça, c'est Bill Clinton. Mais en 2007, en Argentine, c'est des exemples patents que je vous cite. Si ça se fait ailleurs, ça peut se faire en Côte d'Ivoire. En 2007, voilà. Christina Kirchner, Christina Kirchner, qui est donc la femme de Néstor Kirchner, l'ancien président de l'Argentine. Lorsqu'il part, lui, en 2007, il manœuvre tout et en 2007, sa femme Christina Kirchner vient et puis prend le pouvoir. Parce que les deux hommes, visiblement, se sont connus sur le terrain politique. Et donc, le deal politique qu'ils ont pu concocter, c'est de concéder le pouvoir à sa femme. Christina Kirchner a été donc la première femme au niveau donc de l'Argentine à accéder au pouvoir d'État juste après le départ de son mari. Alors, Simone Yves Gbagbo aussi, qui est donc une femme politique ambitieuse, nourrit aussi ces mêmes intentions. Elle se disait naturellement que après Laurent Gbagbo, après avoir tout donné pour le parti, il serait donc mieux que moi, non seulement j'ai la tête du parti, mais et que le parti puisse porter mon projet de candidature. Je pense que c'est des ambitions nobles. Dans une formation politique, ça peut ne pas être, comment elle s'appelle, Simone Yves, ça peut être une tierce personne, la preuve. Parce qu'à la fin, il s'est prévalu d'un certain nombre de droits au sein même du parti. Alors pourquoi pas Simone Yves? Alors les gens ont vu, ils ont commencé à lui jeter des pots de banane. Moi, je n'accuse pas tout de suite Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Ils ont commencé donc à lui jeter des pots de banane. Et vous avez vu toutes les différentes factions qui se sont créées au sein du Front populaire ivoirien. Ce qu'elle a oublié, c'est qu'elle n'a pas réussi à consolider son leadership politique féminin au sein du parti. C'est maintenant que je vois une Simone Yves Gbagbo en train de donner un type d'éducation politique à la gente féminine au sein du parti à travers un certain nombre de rencontres qu'elle organise. Simone Days, comment on appelle ça? Beaucoup de rencontres aujourd'hui qu'elle organise dans le sens de l'affirmation du leadership politique féminin au sein même du Front populaire ivoirien. C'est des choses qu'elle aurait pu, dès le départ, mettre à soi sur le terrain. De sorte que ces différentes cellules au sein du parti puissent se faire l'écho de ces aspirations politiques directes au sein donc de la formation politique. Et voilà, vous allez voir que d'autres courants de pensée, des sous-courants de pensée vont commencer à naître au sein du Front populaire ivoirien. Vous accusez aujourd'hui Lorignon Marie-Odette. Mais vous voulez qu'on dise quoi? Elle aussi, voulant s'attribuer un certain nombre de prérogatives auprès du président Laurent Gbagbo, va commencer donc à instrumentaliser la base militante féminine, puisque elle-même, elle tenait pratiquement toute l'organisation des femmes politiques, des femmes Front populaire qu'elle avait donc à sa disposition. Elle va commencer à instrumentaliser ces femmes de sorte à pouvoir battre en brèche tout projet de candidature, de velléité même de candidature de Simone Yves. Voilà. Et aujourd'hui, le spectacle qui nous est donné, on dit Lorignon Marie-Odette contre Simone Yves Gbagbo au sein du même Front populaire ivoirien. Et vous allez voir d'autres types de factions qui vont se créer entre Assoadou dans l'est du pays, Assoadou qui va manœuvrer pour pouvoir installer plusieurs de ces personnes qui sont beaucoup plus proches de lui. L'objectif, c'est de combattre Simone Yves, parce qu'on a senti les velléités présidentialistes de cette dame. Mais ceux qui le font, je le dis honnêtement, dans une formation politique, il y a ce qu'on appelle donc les... Il y a un qui se disait que c'était un contrat. Il y a ce qu'on appelle les caciques du pouvoir.
Les caciques du pouvoir, c'est ceux qui ont donc été à l'origine de la création d'un instrument politique qui peuvent donc prendre des décisions en dehors même du président sans que le président ne puisse donc en discuter. Les caciques du pouvoir sont autour, ils sont là, auprès du Gbagbo. Voilà. Tu veux privilégier donc ta femme, nous autres là qui avons donné corps et âme, le niveau financier, tout ça au Front populaire ivoirien, nous là où tu nous mets. Et donc des sous-courants vont commencer à naître. Simone Yves Gbagbo va commencer à être combattu au sein donc, de sa formation politique. Alors, c'est quand on se pose aujourd'hui comme question. Le président Gbagbo a-t-il travaillé effectivement à asseoir le leadership de sa femme juste après son départ? La question reste posée. Hein? La question reste visiblement posée, surtout que lui-même il est encore présent dans le jeu politique. La question lui reste posée. C'est vrai, il lui demande de venir intégrer, comment on appelle, les instances du parti, ce qu'elle revendique. Sinon que ce qu'elle refuse, c'est que ce n'est pas avoir, avant même la mise sur pied de ces instances, ça n'a pas fait l'objet d'une consultation directe, je veux dire en interne. Ça n'a pas été fait de cette façon. Elle donc retrouve sur les réseaux sociaux la mise sur pied d'un certain nombre de commissions spécialisées pour pouvoir statuer sur les contenus de l'organisation d'un congrès. Et elle découvre au même titre que tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc c'est un manque de considération. Alors, elle a estimé que sa posture en tant que leader politique au sein du Front populaire ivoirien n'était pas donc la bienvenue. Autant battre en retrait. Et elle a compris qu'elle était noyée jusqu'aux os. Il faut battre en retrait. Voilà, chers amis, la vérité. Moi, j'ai fait une vidéo ici. Moi, j'ai pointé Marie-Odette Lorignon. Tout le monde a vu ma vidéo. Moi, je l'ai pointé du doigt. Au moment où tout le monde n'osait pas dire son nom, moi, je suis venu ici et dit Marie-Odette Lorignon. Voilà. Mais au-delà d'elle, j'en connais plein. Simone Yves Gbagbo, aujourd'hui, est combattu. Il y a des sous-courants qui existent au sein du parti, qui dépassent même l'entendement du président. Il veut même peut-être lui tirer la main, lui tendre la main. Mais les gens aujourd'hui sont nourris d'ambition au sein même de la formation. Et c'est ce que j'ai dit. La guerre la plus rude pour un parti politique, ce n'est pas la guerre de l'extérieur, c'est la guerre qui se passe à l'intérieur du parti politique. Ce qu'on appelle les crises de positionnement, les guerres de leadership, de positionnement. C'est ça qui fait trop rage dans une formation politique. Et aujourd'hui, Simone Yves Gbagbo est victime de leadership de positionnement au sein du parti politique. Voilà, chers amis. Et là, il n'oublie pas, c'est tout. Oui, ça, j'ai déjà fait des vidéos dessus pour expliquer. Gbagbo est parti ou n'est pas parti. Ça, mais je viens juste ici, sans toutefois condamner qui que ce soit. Sans toutefois condamner qui que ce soit. Je ne dirais pas ici que Gbagbo a une mauvaise lecture de la situation, non. Mais je viens ici pour exprimer de façon formelle ce qui anime aujourd'hui Simone Yves Gbagbo à battre en retrait. Il ne se sent plus dans la formation politique. Sinon que, au moment, toutes les attributions statutaires sont déjà dévoyées à certaines personnes. Elle occupe quel rang? Question. Sinon qu'elle-même, ce n'est pas à cette position-là qu'elle a voulu être. Lorsqu'on créait le Front populaire ivoirien, il y avait un cadre contractuel qui était bien défini. Et aujourd'hui, elle voit que tout cela est battu en retrait. Elle fait comment? Voilà. Donc, chers amis, je vous l'ai dit honnêtement, c'est une question qui est beaucoup névralgique. Je veux dire très sensible. Et si on doit effectivement avoir une approche par rapport à cette question, il faut aussi être beaucoup très subtil. Voilà, il faut être très subtil dans notre démarche. Et je pense que c'est cette subtilité-là actuellement dont on fait preuve. C'est pourquoi je n'attaque pas le président Laurent Gbagbo, Simone Yves Gbagbo, maman également. Je ne vais pas ici directement la fustiger. Non, non, ça c'est pas de mon ressort. Je ne vais pas aussi aller jusque dans les tréfonds de ce qui se passe en dessous de la culotte. S'il y a beaucoup qui s'attendaient à ça, non.
je ne vais pas aller en dessous de la culotte, même si j'ai oui dit de certaines choses, mais je ne viendrai pas ici pour les étaler parce que ça ne fait pas partie de mon éducation politique. Ça, c'est pas possible. Et donc, voilà. Merci infiniment. Il y a un qui dit, Angeline Coutois, qui dit, sois béni 100 ans sur ta vie. Ah, merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, chers amis, je pense que je vais prendre congé de vous. Demain étant un autre jour, il faut encore aller courir. Et donc, je vais prendre momentanément congé de vous. Espérons qu'on se rencontre parce que je viens fraîchement d'avoir les informations sur pourquoi on casse les maisons au niveau de Yopougon. On vient donc... j'ai eu une petite séance de travail sur Telegram parce que moi, les sujets sensibles, c'est sur Telegram, je les discute. Et je viens d'avoir donc une séance d'échange sur Telegram avec des personnes très introduites au sein du pouvoir et donc qui m'ont fait un certain nombre de révélations. Et donc, je vais vous revenir là-dessus. Maintenant, je profite aussi pour dire, c'est pas confirmé, hein, le sujet de Orange et puis Wave là. Là encore, je vais essayer de comprendre. J'ai juste fait une publication pour attirer un peu l'attention des uns des autres sur Wave et Orange et autres. Là, hein, la guerre qui se passe entre les deux téléphonie mobile. Donc je pense que quand j'aurai toute la visibilité, je vous reviendrai ici naturellement pour une communication très approfondie effectivement sur la question. Donc voilà, soyez donc tous salués depuis vos différentes positions. Voilà, on était à 500 personnes déjà sur le live. Merci infiniment d'avoir donc répondu présent à cet échange. Je voudrais saluer tous les différents communicants, Soule de Paris, Ahmed Konaté, Doumbia Zouzou, Loseni Kibafori, comment il s'appelle, Blendé, mon ami et frère. Saluer Aston Martins que vous avez vu, Cheikh Ouma Kone, comment il s'appelle, KGB le Gourou, Nina la Lyon, Eleanor Kwame, Douchka Pakora, Okosisi Baba Nicolo. Saluer tous les différents communicants. Moi-même fédéral aussi, écrivain fédéral marche. Voilà, je pense que c'est sur cette note-là que on va se laisser et puis espérons se retrouver demain pour parler exclusivement de la question relativement à la destruction des maisons de nos parents qui se trouvent au niveau donc de Yopougon. Merci infiniment et bonne soirée à vous. On est ensemble. Ciao, ciao.